Bon, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci Fanny et Joyce de m'avoir invitée. Donc, c'est vraiment en toute humilité que je vais vous parler du très grand roman de Margaret Atwood que j'adore, que j'aime d'amour depuis 20 ans et que j'ai lu à peu près 4 ou 5 fois. Donc, je vais commencer tout de suite. Dystopie visionnaire parue en 1985, The Handmaid's Tale a inspiré une extraordinaire série télévisée que vous avez peut-être sans doute vue. Donc, qui a fait culminer les ventes du roman depuis 2017. Cet inquiétant récit de fiction spéculative se déroule au sein de la théocratie de Gilead, dans une Amérique malade ravagée par la pollution. Le portrait de cette dictature conservatrice réduisant les femmes à l'esclavage sexuel en raison d'une chute de la natalité nous renvoie à un inquiétant reflet de l'Amérique de Trump, avec sa droite religieuse et les campagnes anti-avortement de ses groupes pro-vie. Le sujet est d'autant plus d'actualité que les 2 premiers épisodes de la 2e saison de la série viennent d'être diffusés à grand bruit, après l'immense succès récolté par la première saison. La narratrice de ce roman, qui pourrait être décrit comme un 1984 au féminin ou comme le cauchemar féministe ultime, est Offred, une handmaid assignée à la famille stérile d'un haut dirigeant, à qui elle doit servir de mère porteuse, sous peine d'être exécutée. Recueillie à l'origine sur des cassettes enregistrées, le récit évoque son quotidien, la rééducation qu'elle a subie avec son amie Moira dans les Red Centers, mais également les souvenirs de son mari, de sa fille, de sa mère également, disparus lors de leur tentative de fuite vers la frontière canadienne. À Gilead, comme vous le savez peut-être, la femme a perdu le droit au travail et à la propriété. Elle est réduite au silence, à l'effacement. Évidemment, le pouvoir à Gilead s'opère par un régime de surveillance qui rappelle ce que Foucault décrit dans Surveiller et punir. La femme vit under his eye, qui est plus l'œil de l'État que celui de Dieu, dans un État où tout son être, jusqu'à son utérus, est gouverné par le patriarcat. Divisées en catégories, les femmes se voient assigner un rôle et une couleur fixe de vêtements. Enfin, les handmaids sont traitées comme du bétail, affublées d'une étiquette sur l'oreille, comme une ressource nationale, ce qui n'est pas sans rappeler les femmes usines des Lebensborn de l'Allemagne nazie. Ce clin d'œil à un sombre épisode de l'histoire est admirablement bien repris dans l'épisode 1 de la saison 2, où les femmes sont muselées, cernées par des militaires et des bergers allemands, et poussées en groupe vers un stade où elles subiront une atroce torture comme des animaux qu'on mène à l'abattoir. Aujourd'hui, nous proposerons une lecture transtextuelle et dialogique du roman d'Atwood, où différentes voix ou discours dialoguent avec la sienne, formant une sorte de discours polyphonique, par lequel 3 intertextes s'entrecroisent dans le roman. L'intertexte biblique évident, la reprise aussi d'un célèbre conte de fées, ce qui fait un peu écho à un conte dont tu as parlé, et d'un mythe antique. Donc, nous verrons comment Offred va détourner ces intertextes dans la fausse prière, le monologue intérieur, la musique, le sarcasme, que ce soit par l'écriture, l'imaginaire ou les sens. Ainsi, la prise de parole lui permet de poser un acte de résistance et de liberté. Donc, voyons comment l'intertexte biblique est traité dans le roman. Toute l'onomastique de la théocratie de Gilead est imprégnée de la Bible. Le nom même de la nation et ceux de certains magasins, comme le Milk and Honey, sont tirés de la Genèse. Les Marthas sont comme la sœur de Marie qui choisit de servir Jésus des domestiques, alors que la police secrète prend le nom de Sons of Jacob. De plus, dès l'exergue du roman, le récit trouve son inspiration dans un passage de la Bible, soit celui où l'inféconde Rachel demande à son mari Jacob de s'unir, entre guillemets, à sa servante Bilal pour lui donner des enfants dont Bilal accouchera sur ses genoux. Et je cite ce passage. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel said unto Jacob, Give me children, or else I die. And she said, Behold my maid, go on into her, and she shall bear upon my knees, that I may have also children by her. Cet intertexte biblique sert de modèle à la cérémonie, entre gros guillemets, un accouplement assisté entre la handmaid et le commandeur, qui est en fait un viol, déguisé en immaculée conception, qui se déroule entre les jambes de l'épouse, où l'utérus de la handmaid n'existe plus que comme un lieu de transit régi par le domaine public. En effet, Offred précise, We are for breeding purposes. We are 2-legged wombs. That's all, sacred vessels, ambulatory chalices. D'ailleurs, dans la série, chaque cérémonie est précédée par la lecture de cet épisode de la Bible, qui contraste horriblement avec le viol déshumanisé qui suit. Toute la vie des handmaids est donc balisée par des dogmes religieux inspirés de la Bible. Or, l'ironie du sort est qu'elles n'ont même pas le droit de la lire, cette Bible, et qu'en plus, elles ne peuvent communiquer entre elles que par l'échange de formules rituelles telles que « Blessed be the fruit »,« May the Lord open »,« Under his eye » et « Praised be ». C'est ainsi que chaque fois qu'Offred prend la parole, elle est contrainte de formater ses phrases en les calquant sur le modèle biblique. Cet intertexte contamine tout son discours et devient une sorte de muselière qui la confine au silence.
La série exploite d'ailleurs au maximum ce motif de la muselière qui est attaché sur le visage des opposantes politiques, comme Offglen dit Emily et plus tard Offred. Mentionnons au passage une autre ironie du sort, encore plus terrible peut-être. L'effacement de la parole n'est pas imposé qu'aux handmaids, alors que l'épouse du commander Serena Joy a jadis été une activiste et auteure reconnue, qu'elle aurait été, selon la série, une actrice importante de l'instauration du nouveau régime, elle se trouve écartée de toutes les sphères du pouvoir et elle aussi réduite au silence. Le livre qu'elle a écrit sera même jeté aux ordures. Dans la série, elle précise avoir aidé à écrire la loi de Gilead, cette loi même qui lui interdit désormais tout accès à la lecture ou à l'écriture. Le paradoxe est ici horrible et saisissant. Donc, comment Offred subvertit-elle cet intertexte biblique? C'est la découverte d'une phrase gravée sur le mur de son placard par une ancienne handmaid qui initie son mouvement de rébellion. Le fameux Nolite te bastardes carborundorum, que je porte fièrement sur mon t-shirt, donne à Offred le sentiment d'avoir accès à la rébellion d'une de ses semblables. Plus tard, Offred découvrira le sens de cette phrase qui parodie le latin, qui est une langue sacrée en soi, et qui signifie « Don't let the bastards grind you down ». Un des épisodes de la série se termine d'ailleurs par la phrase bonifiée de cette phrase qui devient « Nolite te bastardes carborundorum, bitches ». Il fait écho au « Praise be, bitch » écrit par Moira quand elle envoie un colis clandestin à Offred à la fin de la saison 1. Dans la série, Offred gravera une phrase à la handmaid décédée, donc comme une réponse, en écrivant « You are not alone », écrit-elle, donc pour la morte et pour celles qui la suivront. Offred rend aussi hommage à la matérialité de la langue, quand elle se délecte des parties de Scrabble clandestines qu'elle joue avec le commandeur. Donc, je fais un clin d'œil ici à mon voisin. Elle caresse les lettres du jeu avec gourmandise et dit « I hold the glossy counters with their smooth edges. The feeling is voluptuous. What a luxury. The counters are like candies made of peppermint. I would like to put them in my mouth. They would taste of lime. The letter C, crisp. Slightly acid on the tongue, delicious. » C'est en touchant les lettres avec fétichisme qu'Offred s'approprie quelques miettes de ce pouvoir de création qui lui a été brutalement arraché, faisant contrepoids à la création divine du monde par la parole, car au commencement était le Verbe, dit la Bible. À d'autres occasions, il arrive à Offred de se questionner sur les passages tronqués de la Bible dont on la bombarde. Il dit « Blessed be this, blessed be that, blessed be the meek. I knew that they made that up. I knew it was wrong, and they left things out too, but there was no way of checking. » Par ailleurs, il arrive à Offred de reprendre secrètement la forme de la prière en la détournant pour la personnaliser. « My God, who art in the kingdom of heaven, I have enough daily bread, so I won't waste time on that. It isn't the main problem. The problem is getting it down without choking on it. Now we come to forgiveness. Don't worry about forgiving me right now. There are more important things. For instance, keep the others safe if they are safe. Don't let them suffer too much. If they have to die, let it be fast. You might even provide a heaven for them. We need you for that, a hell we can make for ourselves. Oh God, it's no joke. Oh God, how can I keep on living? » Cet amalgame librement constitué qui combine des clins d'œil au sermon de la montagne et la prière classique du Notre Père prend une forme nouvelle par laquelle Offred converse directement avec Dieu. D'ailleurs, la série fait un clin d'œil à cette scène dans l'épisode 1 de la saison quand Offred part du discours qui l'opprime pour formuler sa pensée en disant « Our Father who art in heaven, seriously? What the actual fuck? » Pourtant, ce discours est tellement ancré en elle, c'est ça qui est terrible, que June dira « under his eye » pour saluer l'homme qui l'aide à s'enfuir dans la saison 2. « Gilead is within you », disait Aunt Lydia. D'autres fois, c'est par le souvenir de chansons qu'Offred va effectuer ce glissement à l'intérieur d'elle-même, avec l'évocation, entre autres, d'un amalgame entre l'hymne afro-américain Amazing Grace et Heartbreak Hotel d'Elvis Presley, dans le roman, bien sûr. Cet assemblage blasphématoire entre une chanson sacrée et une ballade populaire témoigne de sa volonté de subversion. D'ailleurs, le dernier vers de l'hymne, écrit par Newton, qui est « Was blind, but now I can see », devient le très révélateur « Was bound, but now I am free ». Modification commentée ainsi par Offred. « I don't know if the words are right. I can't remember. » Évidemment. Suivront les paroles de Presley. « I feel so lonely, baby. I feel so lonely I could die. » Une manière détournée d'exprimer son chagrin par rapport à la disparition de son mari. Elle ajoute « That too is outlawed. I don't sing like this often. It makes my throat hurt. » En effet, on comprend qu'Offred n'a plus de voix, au sens propre et au sens figuré, et que sa gorge atrophiée est le résultat du mutisme qui lui est imposé.
La série, elle, va encore plus loin, car la musique participe littéralement à la diégèse. En témoigne la fin du premier épisode, très bien soulignée par la très ironique « You Don't Own Me », chantée par Leslie Gore. Plus tard, elle se fait plutôt triomphale avec « Feeling Good » ou « Don't You Forget About Me ». Également, on trouve aussi une version poignante du fameux Heart of Glass de Blondie lors d'une glaçante répression de manifestations filmées au ralenti. Donc, même si, bien sûr, c'est une musique extra-diégétique en ce que Offred ne peut pas l'entendre, vu l'interdiction de la musique à Gilead, la trame sonore semble vraiment participer à la narration. De plus, tout se passe comme si Offred les entendait dans sa tête. Une très belle scène nous en montre un indice. Alors que June se souvient d'un souvenir festif avec Moira, on peut entendre le très connu « Can't Get You Out of My Head » de Kylie Minogue. Donc, tout cela nous mène à notre deuxième partie qui porte sur l'intertexte des contes de fées. Et bien sûr, partons de la robe rouge d'Offred, notons bien sûr le nom d'Offred qui contient lui-même la couleur rouge et qui rappelle celui, bien sûr, porté par un autre personnage, celui du petit chaperon rouge dont tu as fait état. Donc, dans le conte de Perrault, on peut voir dans cette référence un clin d'œil au rouge marquant la maturation sexuelle avec la référence au sang menstruel de la jeune fille qui sera victime du loup prédateur. Le récit d'Offred est ainsi émaillé d'allusions métafictionnelles au petit chaperon rouge, en référence bien sûr à son costume écarlate et à ses promenades récurrentes. Dès le début du récit, Offred marche dans le couloir de la maison du Commander, qu'elle décrit comme « a path through the forest ». Elle aperçoit son reflet dans un miroir déformant et se décrit ainsi « a parody of something, some fairy tale figure in a red cloak, descending towards a moment of carelessness that is the same as danger ». De son côté, le commandeur prend des traits animalisés, évoquant la figure du grand méchant loup, qu'on retrouve encore une fois ici, dévoreur et violeur d'enfants. Something has been showed to me. It could mean attack. Lowered blue eyelids, ears laid back, raised hackles, a flash of bare teeth. Ainsi, la référence au petit chaperon rouge sert aussi de métaphore à la dévoration symbolique vécue chaque mois par Offred quand elle subit la cérémonie à laquelle elle ne peut échapper. Symboliquement représenté sous les traits du loup, le commandeur devient l'ennemi intérieur, le loup dans la bergerie, qui partage sa maison avec sa proie. D'ailleurs, l'image de la chair humaine dévorée comme métaphore de la débauche avait déjà été évoquée dans les discours d'Aunt Lydia, qui accusait les femmes de jadis de s'exposer avec impudeur comme des morceaux de viande, oiling themselves like roast meat on a spit. Quant à elle, Serena Joy devient une sorte de marâtre, complice du viol répété de la jeune femme et qui la surveille de près. N'est-elle pas censée s'occuper à soigner ces maudites fleurs dans son jardin qui rappellent les fleurs interdites qui sont l'objet de la distraction du petit chaperon rouge et qui causeront sa perte? De plus, pendant la cérémonie, Serena lui tient les mains si fort qu'elle coupe l'afflux de sang dans ses mains. Offred est donc offerte, donc offered, par Serena Joy, une sorte de proie sacrificielle qui sera dévorée. Donc, dans ce contexte, comment s'opère cette subversion de l'intertexte des contes de fées? On sait que les contes sont un lieu privilégié de détournement des codes, un objet de parodie qui se décline sous plusieurs modes. C'est sans doute le contraste entre la surface harmonieuse entre guillemets de Gilead et les horreurs qui y sont commises qui inspire ce dérapage dans l'absurde. En effet, la narratrice se décrit avec sarcasme. Elle dit bien « a parody of something »,« some fairy tale figure in a red cloak ». Elle décrit le Commander comme un personnage de conte de fées ridicule dans certaines occasions. Donc, malgré la menace, bien sûr, qu'il représente. Elle dit « He looks like a shoemaker in an old fairy tale book ». Pour sa part, en fait, la femme même du Commander, Serena Joy, en son nom, elle appelle au sarcasme. Bien sûr, c'est une femme aigrie, cruelle et égoïste, et en fait, qui est complètement aux antipodes de la sérénité et de la joie que son nom évoque. Ainsi, la caricature des comportements du Commander et de son épouse leur fait perdre un peu de pouvoir et cette fameuse mine solennelle qui irrite la narratrice. L'humour noir et le sens aigu du sarcasme de la narratrice sont d'ailleurs bien plus exploités dans la série que dans le roman. Par exemple, en pensée, Offred qualifie sa partenaire Offglen de « pious little shit with a broomstick up her ass ». Peu après, alors qu'elle croise Nick et qu'il lui demande si elle va faire des courses, elle lui répond, toujours en pensée, « No, Nick, I'm going to knock a few at the Oyster House bar. You want to come along? » Son sens de la dérision est encore plus manifeste dans la scène où Offred se retrouve à l'épicerie, lieu infantilisant par excellence où est bannie toute forme d'écriture et où les produits ne sont identifiés que par des images qui ressemblent à des pictogrammes pour enfants. Devant l'étalage d'oranges, sur fond d'une irritante musique guillerette, Offred lance « I don't need oranges, I need to scream, I need to grab the nearest machine gun ». Ces escapades dans la dérision introduisent un élément parodique qui ridiculise ses geôliers et agissent comme un antidote à son impuissance.
Enfin, ces références au conte sont aussi un renvoi implicite à une sorte de trinité qu'Offred compose avec sa mère et sa fille disparue, qui fait écho à celle de la mère, de la grand-mère et de la petite-fille du conte. Mais c'est plutôt sur un duo féminin, en fait, que s'articule la dernière partie de ma réflexion, celle portant sur l'intertexte mythologique du roman. On verra ici qu'Atwood introduit Offred dans le mythique duo mère-fille formé par Déméter et Perséphone, où Offred incarne tantôt l'une, tantôt l'autre. Ce duo mythique sert à Atwood de matrice archétypale au récit, pour reprendre l'expression de Wienerberger. Si Offred est une Perséphone violée périodiquement et séparée de sa mère disparue, en tant que mère de sa fille perdue, à l'image de Déméter, elle vit de plein fouet la perte de son enfant comme une mort sur le mode du deuil. Chez Atwood, l'impossibilité d'être mère au présent constitue la plus grande douleur et l'obsession du personnage. Elle a été mère hier d'une enfant qui existe déjà mais qui lui a été arrachée, et elle ne réussit pas à engendrer un enfant qui n'existe pas encore. Et à partir du moment où elle tombe enceinte, elle sait qu'elle ne pourra pas non plus le garder s'il vient au monde. Donc, soulignons, vous connaissez tous, j'imagine, le mythe antique de Déméter et Perséphone, où, bien sûr, Déméter, qui est la déesse des moissons, perd sa fille Perséphone qui est enlevée par Hadès. Donc, désespérée, oui, Déméter partira à sa recherche et sa fille lui sera rendue, des 2 tiers de l'année, et le tiers de l'année qu'elle passera en enfer correspondra finalement au mois d'hiver. Donc, d'ailleurs, il y a vraiment un motif récurrent de ce thème de la cyclicité dans le roman, et on voit d'ailleurs la présence de la lune qui revient à plusieurs reprises. Donc, on pourrait imaginer Offred en Perséphone éloignée de sa mère, certes, une Perséphone régulièrement violée par Hadès, qui serait ici le commandeur, et qui tente d'échapper à l'enfer de Gilead. Mais on peut surtout voir en Offred une version dystopique de Déméter, et en sa fille une Perséphone arrachée à sa mère. Donc, si au plan social, la maternité est l'objet d'une répression, au plan intime, elle est le lieu d'une perte. En cela, Atwood inscrit la souffrance de sa narratrice dans ce qu'Adrienne Rich décrivait ainsi: The loss of the daughter to the mother to the daughter is the essential female tragedy. Car, comme dit Adrienne Rich, there is nothing in human nature more resonant with charges than the flow of energy between two biologically alike bodies, one of which has lain in amniotic bliss inside the other, one of which has labored to give birth to the other. C'est d'abord par le corps qu'Offred réussit à retrouver le souvenir de sa fille, pendant qu'elle est dans le bain, et dit: I close my eyes, there she is with me. Suddenly, I put my face against the soft hair at the back of her neck and breathe her in, baby powder and child's washed flesh, with an undertone, the faint scent of urine. On voit ici l'importance que revêt le bain de l'enfant, rituel banal, mais où se produit un contact sensoriel entre la mère et son enfant nu, un moment intime, organiquement donc lié au corps de la mère et de l'enfant. C'est vraiment par ces moments-là, presque sensuels, qu'elle vivait avec sa fille, qu'Offred revient au souvenir de son enfant. Même si elle reconnaît évidemment le fossé qu'a creusé le temps qui s'est écoulé et qui la sépare d'elle. Dans le roman, on voit que Serena Joy lui montre une photo et que cette photo, en fait, à la fois crée du bonheur chez la narratrice, mais en même temps beaucoup de malheur parce qu'elle se rend compte que sa fille l'a probablement oublié. Dans la série, la scène revêt une dimension vraiment plus violente parce que vraiment, dans un accès de sadisme, Serena l'enferme dans une voiture et lui montre sa fille de loin pour la maintenir sous son contrôle. Donc, d'une manière ou d'une autre, Offred ressent cette douleur de la perte de son enfant. Et donc, c'est pour lutter contre l'effacement dans la vie de son enfant qu'Offred revient toujours à ses souvenirs qui la torturent et donc que le roman rassemble. Ce n'est pas par l'écriture, mais c'est bien par l'enregistrement de sa voix qui ensuite a été transcrit. Donc, il s'agit vraiment de poser un témoignage contre l'érosion de son identité. Et convoquer le souvenir de sa fille est vraiment le seul moyen de la faire revenir, à l'image de Déméter qui attend le retour de sa fille, même si cela la déchire. Donc, cette souffrance choisie par amour fait écho à la célèbre phrase de Faulkner: « Given a choice between grief or nothing, I'd choose grief ». Pour Offred, créer en prenant la parole permet de résister symboliquement à la coupure du lien mère-fille et donc justement de revenir, entre autres, au souvenir même de son prénom, qui est June dans la série, mais qui n'est jamais mentionné dans le roman. L'élaboration de ce discours intérieur permet à Offred de recréer pour elle-même un espace intime, qu'elle fait d'ailleurs dans sa chambre, ce qui n'est pas, loin de rappeler, bien sûr, la chambre à soi de Virginia Woolf. Telle une Scheherazade du futur, elle passe ses nuits à se raconter des histoires. Malgré le danger auquel elle s'expose en racontant son histoire, justement, Offred cesse d'être un objet et redevient un sujet. Elle dit « Myself is a thing I must compose, as one composes a speech ».
Ainsi, c'est par la création qu'Offred retrouve sa voix, se remet au monde et donne la vie à son lecteur. Elle dit, « By telling you anything at all, I'm believing in you. I believe you're there. I believe you into being. Because I'm telling you this story, I will your existence. I tell, therefore you are. » Avec ce passage qui se termine par une déformation de la maxime de Descartes, on remarque que la création invente un interlocuteur et un avenir alternatif où son témoignage sera reçu, où l'espoir est permis. Cette dynamique est d'ailleurs représentée de manière fort touchante dans la série, alors qu'Offred lit les lettres contenues dans un paquet secret qui contiennent les témoignages de femmes séparées de leur enfant, matérialisant cette souffrance d'amour qui est celle d'une mère qui a perdu son enfant. À l'opposé de cette scène pleine de vérité se trouve le discours de l'universitaire Pichetto, qui forme l'épilogue du roman, où l'authenticité même du témoignage d'Offred est remis en question avec condescendance. Cet irritant épisode ne fait que confirmer ce que nous savons tous déjà, qu'il est infiniment difficile pour les femmes de prendre la parole et d'être entendues. Pour conclure, les trois intertextes qui se recoupent servent chacun de point de départ à une forme de fuite ou de rébellion, à une forme de création. Pour Offred, la création d'une parole à elle est à la fois un acte de survie, un acte d'affirmation contre l'effacement, un acte d'émancipation et d'espoir. N'en déplaise à Pichetto, en lisant le roman, nous devenons complices d'Offred et notre lecture valide son récit ainsi que l'exercice de sa subjectivité, participant ainsi à la construction du soi qu'elle réalise devant nos yeux. Mais alors que la parole d'Offred était interrompue par une fin romanesque abrupte et indéterminée, la série télévisée reprend le récit où il avait été suspendu. Si le roman nous laissait sur la scène d'arrestation d'Offred, la saison 2 satisfait le rêve des lecteurs d'une œuvre en nous faisant découvrir la suite de l'histoire. D'un côté, la série répond ainsi au vœu formulé par Offred dans le roman, qui est aussi le vœu du lecteur, celui d'imaginer que Luke est encore en vie, qu'il sauvera leur fille, ou on espère, et celui que Moira s'est enfuie de son infâme bordel et qu'elle a retrouvé la liberté. D'un autre côté, elle nous donne à voir des scènes horribles, parfois insoutenables, comme celle des tortures imposées aux handmaids, récalcitrantes, celle du réveil d'Emily après son excision, ou sa déportation dans les colonies. Enfin, malgré sa dimension choquante, mais aussi grâce à elle, cette série marque notre époque d'une trace indélébile. Il ne nous reste qu'à espérer que, comme les centaines de citoyennes américaines qui ont manifesté pour défendre les droits des femmes en costume de handmaids, du Texas à l'Ohio, en passant par Washington, à grands coups de « Make Margaret Atwood fiction again », nous saurons porter la parole d'Offred et diffuser sa voix. Car comme les slogans de ces manifestantes le soulignent, « The Handmaid's Tale » ne devrait pas être un mode d'emploi. Merci.